On continue, alors que la semaine dernière, on ouvrait officiellement, oui, c'est Dominique Leglu qui me l'a fait rappeler, que la semaine dernière, on ouvrait la saison des coquilles. Des coquilles Saint-Jacques, on adore. Mais vous savez quoi, c'est parti, vous voyez où je veux en venir, on y va. Je vous raconte une histoire, c'est encore une belle séquence que va prendre le temps de nous raconter avec Éric Fouché, biologiste et chercheur de Ifremer. C'est parti, on y va. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors je ne vous cache pas que c'est un réel plaisir de parler devant un auditoire aussi fourni, mais quelque peu impressionnant malgré tout quand même. Est-ce que je peux avoir la première diapo s'il vous plaît? Ou alors c'est moi qui le gère? Non? Bon, alors, quand les organisateurs de l'événement m'ont sollicité pour vous parler de la coquille Saint-Jacques, j'avoue que je ne savais pas trop comment prendre l'histoire pour donc faire effectivement une histoire rapide sur la coquille, qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter. Alors, je ne vais pas vous présenter tout l'aspect symbolique, vous le connaissez sans doute nettement mieux que moi, cet aspect-là. Je vais rester dans mon corps de métier qui est de la biologie, qui est l'étude des pêches. Et puis finalement, on est dans le cœur quand même du gisement de coquille Saint-Jacques en France. C'est vrai que je vais faire un petit coup de pied en vache à mes collègues néanmoins bretons. Moi, je suis aussi, même si je suis en Normandie depuis longtemps, mais la coquille Saint-Jacques, elle est normande d'abord. Il faut quand même le savoir, bien évidemment. Donc, puis on a une espèce finalement qui se porte bien. Alors, c'est tellement rare maintenant que, enfin, rare, de moins en moins. Mais il faut le dire, et je vais essayer de le dire. Alors, du coup, quand la campagne de pêche vient de commencer au début de cette semaine, c'est vrai que on va aller chercher de la coquille qui sort, qui est sur le port. Puis finalement, on ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Comment ça vit? Je vais essayer de vous donner quelques clés rapidement. Je sais aussi que je suis... Tiens, le chronomètre, il ne s'est pas mis en route. Du coup, je vais pouvoir parler pendant une demi-heure. C'est cool. Donc du coup, quand on parle d'une coquille Saint-Jacques, qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, chez nous, c'est le Pecten maximus, donc ça c'est le nom scientifique. Donc c'est un mollusque, donc des mollusques, il y a plusieurs types de mollusques. Donc celui-là, c'est un mollusque bivalve ou lamellibranche, en fait, de la famille des peignes, des pectinidés. Alors cette famille-là, c'est une famille qui est très très ancienne, puisqu'on en trouvait dans les fossiles. On est dans une zone calcaire, on peut avoir des fossiles qu'on retrouve dedans, et on voyait cette famille existait déjà du temps des dinosaures, et même bien avant. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez ancien, avec finalement peu de changements entre la coquille actuelle et celle qu'il y avait à l'époque. Elle est ubiquitée, ça veut dire qu'on en trouve absolument partout dans les océans. Alors ce ne sont pas les mêmes espèces, on est bien d'accord, mais de la famille, on en trouve aussi bien ici chez nous que dans des zones ultra froides, dans les eaux arctiques, sous les glaces, puis on en trouve aussi dans les lagons en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, donc vous voyez où on peut en trouver dans des zones vraiment aussi bien polaires que tropicales et équatoriale. La nôtre, elle est présente du Portugal à la Norvège, mais son cœur vraiment de répartition, c'est le pourtour des îles britanniques. Donc on est un peu dans la partie sud, mais bon, elle se plaît bien. Et puis en Europe, c'est l'espèce la plus abondante. Il y a 5 pectinidés commerciaux européens. Donc il y a la nôtre, la coquille Saint-Jacques. Il y a le Pecten jacobus, qui est la coquille Saint-Jacques méditerranéenne, mais en fait qui est vraisemblablement d'un point de vue génétique, elle est quasiment pareille, donc je pense que ça serait plutôt une sous-espèce. Bon, il y a des débats là-dessus. Il y a le pétoncle blanc ou pétoncle vanneau que vous connaissez, qu'on pêche aussi ici, en Normandie. Et puis le pétoncle noir, qui est un petit pétoncle qui se fixe sur les rochers, donc qui est très très littoral, qu'on voit moins souvent. Et puis il y a le pétoncle d'Islande qu'on a en Europe et qu'on n'a pas côté français. Donc un peu d'anatomie très rapidement, je vais passer très vite là-dessus. Donc la coquille Saint-Jacques, en fait, j'ai pas de pointeur, mais vous verrez donc en haut de la bestiole, il y a ce qu'on appelle le ligament, que j'ai pas mis là d'ailleurs sur la diapo, mais en fait c'est quelque chose qui est un peu élastique et qui permet l'ouverture de la coquille. Donc dès que la coquille se détend, hop, elle s'ouvre. Et le muscle adducteur, donc la noix de la coquille, la chair, celle qu'on mange nous, et en fait le muscle qui permet la fermeture, donc la fermeture active de la coquille. L'ouverture se fait de manière passive dès que le muscle se relâche. Donc on a le corail, on a une coquille chez nous qui est hermaphrodite, ce qui n'est pas le cas de tous les pectinidés, il y en a beaucoup avec les sexes séparés, avec la partie orangée, c'est la partie femelle, la partie blanche, la partie mâle. Il n'y a pas d'autofécondation possible, ça peut arriver de manière très très exceptionnelle, surtout en milieu contrôlé, mais pas dans le milieu naturel, heureusement, sinon elles auraient des têtes un peu bizarres.
Voilà. Et puis, donc ça c'est la partie qu'on mange. Et puis il y a la partie branchie qui est à la fois filtreur pour récupérer les particules alimentaires et filtreur pour récupérer l'oxygène pour pouvoir respirer, bien évidemment. Et le manteau qui englobe tout ça, tous les tissus mous qui permettent de sécréter, de protéger d'abord les tissus mous et de sécréter la coquille. Alors, très rapidement, donc en baie de Seine, mais ailleurs aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la coquille Saint-Jacques, celle qu'on voit nous, c'est la partie adulte, bien évidemment, donc qui va faire une fécondation externe, je vous dis. Donc, elle sécrète pas elle ne pond pas, hein, elle sécrète des gamètes qui vont se retrouver dans le milieu naturel. Et évidemment, la première chose à faire pour que la reproduction se fasse bien, c'est que les gamètes se rencontrent. Et ça, c'est vraiment le point crucial. J'y reviendrai peut-être juste à la fin de la présentation, parce que, bien évidemment, si les coquilles sont à 10 mètres l'une de l'autre, avec les courants qu'on peut avoir ici, enfin, tous les gens qui naviguent ici savent qu'on est en zone de forte marée, et les courants sont très, très violents en Manche. Donc évidemment, si les coquilles sont proches les unes des autres, elles ont plus de chances de se rencontrer au niveau des gamètes. Donc ça, c'est la première chose. Puis après, il y a une phase larvaire, je vous passe tous les stades, hein. Il y a une phase larvaire qui va durer 1 mois à peu près. Donc reproduction, c'est la fin du printemps, début de l'été. Phase 1 mois en juin-juillet, où la larve se balade au gré des courants, donc gré des courants d'une part et impact du vent d'autre part, très important. Et ce qui explique aussi une partie de la répartition de ces coquilles, aussi bien dans le golfe normand-breton que dans la baie de Seine, puisque les courants sont circulaires à cet endroit-là, donc les larves peuvent rester dans les zones d'émission. Et puis après, voilà, elle se pose sur le fond, et puis la coquille, en fait, c'est pas un poisson, hein, ça se balade pas. Une fois qu'elle s'est posée sur le fond, qu'elle se plaît bien, si elle n'est pas embêtée, elle va y rester quasiment toute sa vie ou ne bouger pratiquement pas. Voilà. Alors, ce qui est très très intéressant sur la coquille Saint-Jacques, et c'est pas fréquent, hein, je dirais pas que c'est unique, mais en tout cas c'est très très peu fréquent, c'est cette capacité à créer une petite couche supplémentaire de sa coquille tous les jours. Ça veut dire qu'on est capable d'âger une coquille de manière très très claire, et on est capable de suivre sa croissance de manière journalière. Donc voilà une photo prise au microscope électronique, hein, par mes collègues de l'université de Brest. Et donc on voit bien chaque jour la coquille sécrète donc une anneau de croissance journalier tous les jours. Donc la croissance est relativement faible pendant l'hiver, donc les anneaux journaliers en fait se superposent les uns sur les autres. Et donc ce qu'on peut voir dans la coquille, donc cette espèce d'arrêt, comme on pourrait voir sur une coupe d'un arbre, c'est pas un arrêt de croissance en fait, hein, c'est un ralentissement de croissance. Mais ce qui nous permet nous d'avoir une idée sur l'âge de la coquille Saint-Jacques. Donc voilà. Donc ce qu'on peut voir, c'est que sur une coquille un peu classique comme ici, hein, la coquille naissant, ce que je vous disais tout à l'heure, plutôt au milieu d'été, on a la croissance qui est plus forte dans les 2-3 premières années de sa vie, et surtout dans la première et deuxième année de sa vie. Donc ce qu'on voit sur le graphique de droite, hein, avec des croissances journalières, donc ça c'est la taille de chacun des anneaux. Donc on voit bien qu'en plein été, quand il y a beaucoup à manger, la croissance elle est rapide, elle est forte, et puis elle diminue en hiver et ça reprend au printemps suivant. Et ce qui nous permet de suivre donc, et de déterminer l'âge de nos bestioles. Donc du coup, comment on fait pour âger? Voilà, on regarde classiquement une coquille Saint-Jacques et on voit donc 1 an, 2 ans, 3 ans en comptant les anneaux comme sur un arbre. Et pour nous à Lieude, c'est très très important parce qu'on a besoin de suivre dans le temps cette succession de nouvelles générations qui arrivent et qui nous permet de déterminer après si les coquilles sont suffisamment pêchées ou pas, ou si elles le sont trop, etc. Alors, donc, très rapidement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait trouver de la coquille de Norvège jusqu'au sud, au Portugal. En fonction de la latitude, la croissance est un peu différente. Elle est très rapide dans les eaux, on va dire, plus sud, un peu plus chaudes, et très très lente, mais on arrive à des coquilles au final plus grosses quand on est dans des latitudes plus élevées du côté de l'Écosse, la Norvège. Voilà, donc on a des schémas qui sont un petit peu différenciés. Mais elle a aussi d'autres atouts, hein. Donc la coquille, quand on la regarde de plus près, d'abord, regardez sur la photo qui a été prise par un photographe de l'IFREMER, hein, on voit les petits ocelles bleus qui sont tout autour. Donc la coquille a entre 100 et 200 ocelles. Il y a débat sur est-ce que la coquille est capable de voir ou pas, est-ce qu'elle est capable que de mesurer des différences de luminosité, est-ce qu'elle est capable avec ça de pouvoir s'échapper si jamais il y a un prédateur qui arrive un peu trop près. Bon, il y a débat. On n'est pas tous d'accord. En tout cas, ce sont des
ce sont clairement des yeux, des yeux primaires, certes, mais des yeux qui permettent au moins de voir la différence de luminosité. Alors c'est assez joli, c'est vrai que quand on regarde juste cette coquille-là et qu'on ne sait pas ce que c'est comme bestiole, on dit wow, c'est super, c'est une bestiole qui vient des coraux et tout. Ben non, c'est la nôtre. Hein. C'est la nôtre. Et puis je vais faire un peu de pub pour mon collègue et ami Laurent Chauveau, qui est directeur de recherche au CNRS et à l'Université de Brest, qui a écrit qui est un super bouquin, il est sorti il y a 2 ans, je crois maintenant. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la coquille, sécrétant chaque jour une couche supplémentaire, quand on sait la date de pêche de la coquille, on peut remonter dans le temps et savoir exactement quel anneau correspond à tel jour. Et comme la coquille, justement, cette sécrétion classique, sans rentrer dans les détails, peut aussi marquer des métaux lourds, des pollutions diverses. On les retrouve à l'intérieur de la coquille. Donc on est capable, avec une coquille Saint-Jacques, c'est une sentinelle, de remonter dans l'arrêt et puis de voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un problème un jour donné? Et ben on est capable de le déterminer rien qu'en regardant la situation et en voyant la coquille Saint-Jacques. Je vous invite à lire ce bouquin qui est un super bouquin. Alors, les pêcheries. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'on a raconté là. La coquille Saint-Jacques, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2020, c'est la première espèce française, des pêches françaises, aussi bien en tonnage qu'en valeur. Donc, ce n'est pas neutre. Hein. 95, pour ne pas dire 99% de la coquille Saint-Jacques est une affaire de la Manche, donc c'est chez nous. Les 2 tiers viennent de la Normandie, donc la coquille est normande et pas bretonne, l'autre tiers de la Bretonne. Voilà, ça représente 700-800 navires, de la frontière belge jusqu'à Brest, quelque chose comme 3000 marins. Aujourd'hui, on est aux alentours de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 35 000 tonnes de pêché, donc vous voyez, c'est pas neutre du tout. Hein. Donc ça, c'est les pêcheries. Alors, où est-ce que ça se passe hein? Ça se passe en baie de Seine, ça se passe en baie de Granville, en baie de Saint-Brieuc, et puis finalement, dans le sud dans le sud de la France, dans le golfe du Gascogne, finalement, il n'y a plus grand-chose. Hein. Aujourd'hui, il y a encore un petit peu en rade de Brest, mais quasiment plus. Et puis, dans les pertuis, je disais 200-300 tonnes, c'est une diapo qui date un peu, mais c'est moins. Il me reste que 3 minutes, je vais aller très très vite pour la fin. Voilà. Donc du coup, le poids économique, j'en ai parlé, hein, donc je passe. Ce qui est important, c'est qu'on en a parlé en introduction. Effectivement, la saison de pêche a commencé cette semaine. Donc en France, c'est une affaire saisonnière, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays, en particulier chez nos voisins et amis britanniques. Donc nous, on pêche la coquille de début octobre jusqu'à mi-mai. Ça, c'est le cadre général. Et dans cette grande période, il y a des restrictions encore plus fortes selon les gisements. En baie de Seine, c'est pas encore ouvert. Hein. La baie de Seine, ça ouvrira que mi-novembre pour fermer mi-mars, quelque chose comme ça. Donc on voit en haut, juste le graphique du haut, vous voyez effectivement que à l'œil ça saute, c'est saisonnier, 3 mois. Et puis ce qu'on voit, c'est que finalement les pics sont de plus en plus hauts. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Hein. Que par rapport à 2000, 2008, là, les premiers. Et puis tout en bas, c'est l'ensemble de la Manche-Est. C'est comme au rugby. Hein. En France, la France c'est bleu, les Irlandais c'est vert, et puis les Anglais c'est rouge. Donc on voit bien que la pêche de la coquille, ça reste quand même une histoire française aussi. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les débarquements, j'ai pas mis 2021, je m'en suis rendu compte hier, mais c'était un peu tard, mais 2021 continue à monter, donc on est dans une situation qui est très favorable en termes de pêche. Et puis, du coup, nous, au niveau scientifique, on suit les 2 principaux gisements, qu'ils soient en baie de Saint-Brieuc ou en baie de Seine, depuis très très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux campagnes océanographiques Ifremer menées sur les navires de la flotte océanographique française sont les plus anciennes campagnes halieutiques. Hein, ils ont démarré à la fin des années 70, donc vous voyez, c'est une histoire un peu ancienne. Donc on a un petit peu de recul, hein, c'est un petit peu de quoi on parle quand on suit ces gisements-là. Sans rentrer dans les détails, évidemment, comme toutes les campagnes scientifiques, un double rôle, en tout cas les campagnes halieutiques, un rôle d'acquisition de la connaissance, recherche, et un rôle d'appui aux politiques publiques, donner des indicateurs qui vont servir à la fois aux comités régionaux des pêches, quand c'est eux qui gèrent, à la fois à l'État ou aux services déconcentrés de l'État pour mettre en place des mesures de gestion qui soient les plus appropriées possibles. Ça, c'est les objectifs, je vous l'ai dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder les indices d'abondance. Regardez un peu les indices d'abondance qu'on a trouvés. Donc, moi, je suis arrivé un tout petit peu avant les années 2000, ce qui ne me rajeunit pas non plus. On avait des situations qui étaient quand même pas super. Puis là, quand on regarde, donc la courbe en rouge, c'est les juvéniles de 1 an que nous, on voit pendant la campagne, parce qu'on a des engins un peu particuliers, mais que les pêcheurs ne verront que l'année prochaine. Et en bleu, j'ai quasi fini.
En bleu, c'est les coquilles qui ont déjà été pêchées au moins une fois. Donc ce qu'on voit, c'est depuis 4-5 ans, 6 ans, on a une amélioration quasi en exponentielle de la situation. Donc ça, c'est quand même très très confortable. Et puis en noir, c'est les jeunes coquilles de 2 ans qui ont déjà eu une reproduction, mais qui rentrent pour la première fois dans la ressource. Donc ce qu'on voit, c'est que les indices d'abondance sont en pleine expansion actuellement depuis 5-6 ans. Et c'est une situation qui est unique, unique pour la première espèce pêchée française. Donc, quand on regarde la biomasse estimée, là 2022, vous voyez que la biomasse estimée, on est de mieux en mieux, alors qu'on pêche de plus en... En fait, les pêcheurs pêchent de plus en plus en termes de débarquement, ils ne pêchent pas plus en termes de temps, par contre. C'est plutôt réduit, c'est plutôt moins, donc en fait, ils ont des rendements qui sont de mieux en mieux, meilleurs chaque année, avec moins de temps en mer, donc du coup, en termes de coûts, et puis aujourd'hui, on est un petit peu concerné. En termes de coûts, ça se réduit, et donc en termes de bénéfices pour les pêcheurs, c'est tout intérêt. Voilà. Donc du coup, je finis par ça. Je voulais quand même vous mettre un petit panorama sur l'état global des stocks français par rapport au point de référence, parce que c'est vrai qu'on entend souvent les pêcheurs sont des prédateurs, ils vont pêcher tout ce qu'il y a, ça va pas bien, etc., etc. On n'est plus dans la situation des années 2000. Dans les années 2000, on était effectivement dans une situation qui était globalement pas très bonne, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des stocks qui sont exploités par la pêche française, on est à 52% de stocks qui sont vraiment dans le vert. Donc, par rapport à tous les points de référence, et là, il y a accord et consensus total au niveau scientifique. On a 10% qui sont soit un tout petit peu encore trop pêchés, c'est-à-dire qu'il y a l'effort de pêche encore un petit peu trop fort, mais les niveaux de biomasse sont bons, soit l'inverse, les niveaux de biomasse sont encore un tout petit peu faibles, mais par contre l'effort de pêche est trop bas. Donc ça, c'est des situations qui sont très très satisfaisantes, sachant que les tendances sont plutôt bonnes. Donc du coup, on a aujourd'hui un peu plus de 60% des stocks français qui sont en bon état. Donc ça, il faut quand même le dire. Quand vous trouvez, quand vous allez acheter un poisson sur l'étal de votre poissonnier, sachez que la plupart sont dans des situations qui sont confortables. Ça ne veut pas dire que tout est bien, on est bien d'accord. Il y en a encore qui se portent très très mal. Le cabillaud, n'en parlons pas. Le merlu de Méditerranée, c'est la cata. Il y a quelques poissons qui sont plus compliqués aussi à trouver, quelques chachards, etc. Mais le thon rouge dont on parlait il y a encore 10 ou 15 ans, disant qu'il était bord de l'effondrement, voire de l'extinction, se porte extrêmement bien. Il y a eu des mesures très très dures qui ont été mises en place, et aujourd'hui il se porte bien, on en trouve de plus en plus. La preuve, on en pêche de manière régulière en Manche, et je vous remercie. Ah yes. Éric Fouché, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? C'est quoi le prochain rendez-vous pour vous? On continue la recherche, on ne s'arrête plus. La recherche continue. On peut me trouver à la station de Normandie de l'Ifremer, ça c'est pas très très compliqué. Voilà. Et aujourd'hui, on est en pleine ouverture de la campagne, donc beaucoup d'interventions avec les pêcheurs, avec les médias, ça n'arrête pas en ce moment. Voilà, donc, toujours un pied dans l'eau. Oui, même deux parfois. Ben, génial. Merci beaucoup. Encore applaudissements pour Éric Fouché, s'il vous plaît.